Mes chers collègues, la parole est à Monsieur El Guerab pour le groupe Liberté et Territoire. Il dispose de 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues, la révolution numérique est sans nul doute un enjeu majeur du début de notre siècle. Celle-ci a des conséquences sur presque tous les aspects de notre société, sur notre manière de vivre, de travailler, de nous informer, mais aussi sur nos pratiques culturelles. Le secteur de la musique et des variétés n'a pas été en reste et notre consommation musicale a été bouleversée. Dans un premier temps, cela s'est surtout fait au détriment des acteurs, des artistes et des acteurs du secteur. Je pense entre autres au piratage, phénomène encore récent au regard de la grande histoire de la musique, qui a largement participé à fragiliser l'industrie du disque avec un chiffre d'affaires mondial diminuant de moitié en l'espace de 15 ans. Aujourd'hui encore, l'un des défis réside dans notre capacité à lutter contre ces pratiques illégales. Mais plus récemment, c'est l'essor du streaming qui a provoqué une évolution de nos rapports à la musique. Les maisons de production se sont faites supplanter par les plateformes numériques, Spotify, Apple ou encore Deezer par exemple. Avec une croissance de près de 20% par an en France, les abonnements aux plateformes ont dépassé les ventes de CD en termes de revenus générés. Ces géants, pour certains cotés en bourse, profitent du manque de régulation à leur égard, mais aussi de leur capacité à proposer des catalogues de musique toujours plus fournis. Reconnaissons-le, le développement du streaming a permis à l'industrie musicale de retrouver un second souffle et de renouer avec une croissance qui demeure néanmoins fragile. Mais si ce bouleversement a pu profiter à certains, en particulier aux artistes ou genres les plus populaires, l'absence de barrières internationales, la concurrence internationale exacerbée et l'hégémonie des plateformes ont constitué des obstacles pour de nombreux autres artistes et représentent un danger grandissant pour la diversité musicale. Or, nous avons tous conscience que la musique recouvre des enjeux multiples pour notre pays, artistiques et culturels évidemment, en ce sens où elle favorise l'expression et l'émancipation individuelle et collective, économique également, puisqu'elle génère de revenus importants et est créatrice d'emplois. Enfin, notre groupe y est particulièrement sensible. Elle participe au rayonnement international de la France et de la francophonie. Il apparaît alors primordial que la France se saisisse de ce défi et soutienne pleinement son industrie musicale afin qu'elle ne subisse pas la transition numérique, mais au contraire qu'elle l'accompagne et en tire profit. Aussi, le groupe Liberté et Territoire partage les constats des différents rapports sur le sujet, notamment celui de M. Roch-Olivier Mestre sur le projet de maison commune de la musique, mais aussi celui de M. le rapporteur Pascal Bois et de notre collègue Émilie Cariou. C'est la raison pour laquelle nous soutenons la création du Centre national de la musique prévue dans cette proposition de loi, car nous considérons qu'il pourra représenter un atout en termes de simplification et d'efficacité. Mais si la mutualisation des actions nous paraît être la bienvenue, nous insistons sur la nécessité de soutenir la diversité culturelle. En effet, promouvoir la création musicale française ou francophone sur le marché domestique et international, c'est la promouvoir dans sa diversité et soutenir chacune de ses composantes. Selon nous, la réussite de cet objectif réside dans la capacité du Centre national de la musique à intégrer 3 aspects clés. Le premier aspect concerne la reconnaissance de la diversité intrinsèque de l'écosystème musical. À ce sujet, nous saluons les amendements adoptés en commission réaffirmant le soutien à la création artistique et la promotion des variétés, en englobant ainsi les cabarets, les comédies musicales ou encore l'humour. Peut-être pourrions-nous aller encore plus loin en prenant en compte la pratique musicale en amateur. En effet, les musiciens amateurs, au nombre de 12 millions en France, font partie intégrante du développement de l'art musical français et participent à l'économie musicale et parfois même au dynamisme des territoires. Je pense aux chorales, fanfares et autres bagadous, par exemple très présentes en Bretagne chez mon collègue Paul Molac. Notre groupe défendra plusieurs amendements en ce sens. Le deuxième aspect concerne l'ambition internationale du CNM. Il est en effet très important que
que nous favorisions le développement d'œuvres françaises et francophones éclectiques qui participent au rayonnement culturel de la France et de notre langue à travers le monde. Le contexte actuel de concurrence internationale exacerbée qui efface les frontières nous oblige à défendre nos artistes à l'étranger. Dès lors, il nous semble judicieux de confier au futur centre une mission de soutien à l'exportation des productions musicales, au rayonnement des œuvres et à la présence des artistes français à l'étranger. À ce sujet, notre groupe a proposé un amendement visant à promouvoir l'éducation musicale sur tout le territoire et notamment dans le réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Car si le ministère de l'Éducation nationale œuvre déjà à l'éveil musical des élèves, les actions complémentaires du futur CNM permettraient, plus particulièrement aux élèves inscrits dans les établissements français à l'étranger, d'être davantage sensibilisés à la musique et promouvoir ainsi la musique française et francophone. Or, nous venons d'apprendre, à quelques heures seulement de l'examen du texte, que cet amendement avait été déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 40 de notre Constitution par les services de l'Assemblée nationale. Il est toujours surprenant de voir que nous sommes prompts à interpréter de manière extensive les textes susceptibles d'empêcher l'examen de nos amendements. Enfin, le troisième aspect, particulièrement cher à notre groupe, mais qui lui aussi vient d'être rejeté en vertu de l'article 40 de la Constitution, est bien entendu la nécessité de proposer une politique territoriale culturelle ambitieuse qui passe notamment par des partenariats ambitieux avec les collectivités et les acteurs locaux. La fusion des actions en un seul et unique centre ne doit pas être synonyme de concentration. Le président de la République l'a rappelé lors des annonces qui ont suivi le grand débat national, l'un des principaux enjeux de notre pays réside dans sa capacité à répondre aux besoins de proximité et à la diversité de nos territoires. Or, les déserts culturels sont malheureusement trop nombreux en France, qu'ils viennent de milieux ruraux, insulaires, montagnards, ultramarins ou encore de banlieues. Nos concitoyens doivent avoir accès à la culture, non pas seulement par des moyens numériques, mais aussi de manière physique, avec des vrais liens entre les services déconcentrés de l'État, les collectivités territoriales, les associations et tous les acteurs du secteur. Ainsi, nous saluons les amendements adoptés en commission allant dans ce sens, mais nous déplorons que le rapporteur ait déposé, au prétexte d'une redondance, un amendement visant à supprimer un ajout de la Commission au sujet du développement territorial de l'écosystème musical. En outre, malgré les avancées acquises en commission, notre groupe aurait souhaité que les collectivités soient encore mieux associées au Centre national de la musique, et notamment au sein de son conseil d'administration. La gouvernance est en effet l'un des enjeux clés de l'efficacité des actions du futur centre. Or, la composition du futur conseil d'administration est pour l'heure encore inconnue, puisque renvoyée à un décret. Nous estimons que les élus territoriaux ont toute leur place dans l'instance décisionnelle. En effet, je tiens à rappeler qu'en 2014, s'agissant des dépenses culturelles, l'État a contribué à hauteur de 9,2 milliards d'euros, quand les collectivités territoriales ont versé, elles, 9,3 milliards d'euros. À participation équivalente, il devrait y avoir représentation équivalente. La présence de parlementaires nous semble également pertinente, dans la mesure où ces derniers connaissent leur territoire, leurs besoins et les acteurs indispensables au développement culturel. Ils sont d'ailleurs présents au sein d'autres centres nationaux culturels comme le CNC. Notre groupe défendra donc un amendement dans ce sens. Nous saluons tout de même la création d'un conseil professionnel qui représentera les organisations privées au sein du conseil d'administration. Cet ajout était essentiel afin de pleinement intégrer les acteurs du secteur aux démarches qui seront entreprises par le CNM. Finalement, si nous avions quelques réserves sur ce texte, la plupart de celles-ci ont été levées lors de l'examen en commission. Celles qui persistent concernent le financement, renvoyé au prochain PLF, et plus particulièrement l'administration des crédits d'impôt phonographiques et ceux à destination du spectacle vivant. Il nous semble en effet bien plus judicieux de permettre aux collectivités territoriales de participer au fléchage de ces crédits d'impôt, elles qui sont bien plus qu'au fait des réalités et des besoins des territoires. Pour autant, le groupe Liberté et Territoires soutiendra ce texte qui nous semble être un outil efficace en faveur du secteur de la musique et des variétés sur l'ensemble du territoire et à l'international. Je vous remercie.